Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagé à la CPE engagée. Ici, on va explorer ensemble les postures, partager des outils concrets et ouvrir des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de vous. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper contente de vous revoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré et là je suis pile poil dans les temps. Donc voilà. L'idée, c'est de vraiment, essayer en tout cas, des ados d'aujourd'hui. On en parle souvent, j'entends tout le temps: «Oui, les ados d'aujourd'hui, et cetera, ils sont feignants, ils ont pas de goût à l'effort» et cetera. Et entre nous, quand on voit ce qui se passe avec le gouvernement, ils ont pas les meilleurs modèles, hein, parce qu'en termes de stabilité et en termes de régularité, c'est un peu compliqué. Bref, je reviens sur nos moutons, donc les ados d'aujourd'hui, est-ce qu'on les comprend vraiment? Parce qu'on parle mal-être, on parle écran, on parle pression scolaire, on parle émotion débordante. Bref, c'est un peu, plein de choses et rien en même temps. Parce qu'on en fait, souvent, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment derrière leur comportement et on ne cherche pas forcément à le savoir d'ailleurs. Petit aparté, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire en tout cas dans, l'atelier de mercredi, donc le 15 octobre, où je vais en fait vous parler, du monde des ados. On va vraiment aller, ensemble parce que c'est l'idée d'avoir un petit atelier, je vous en ai déjà parlé, pour être, voilà, sincère, pouvoir un peu vider son sac et cetera. L'idée, c'est d'avoir vraiment un temps fort pour vous, pour les pros et les adultes qui sont en fait au contact des jeunes. Bref, l'idée, vous le savez déjà de tout ce qui va se passer. Revenons à notre podcast. Donc, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parle beaucoup de tout ça et moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'arrêter de voir les ados comme une génération difficile à comprendre. Parce qu'ils sont trop connectés, parce qu'ils sont trop sensibles, trop fatigués, trop tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces trop? Bah, en fait, c'est peut-être aussi juste des jeunes qui essayent de tenir debout dans un monde où on leur demande vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partir d'un cas concret parce que, je pense que c'est aussi ce qui parle le plus. Aujourd'hui, je parlais avec un de mes partenaires, pour une mairie, de groupe d'analyse de pratique et en fait, je pense que c'est ce qui est le plus parlant. Donc aujourd'hui, on va prendre le cas de Mélissa. Mélissa, c'est une ado. Elle va mal, elle a 15 ans et comme beaucoup, elle va mal, mais on voit pas qu'elle va peut-être tomber. Cette idée, cet épisode, ça va être en fait une invitation pour vous, à essayer d'observer autrement, à décoder ce qui se joue et à essayer de retrouver, notre place d'adulte accompagnant, sans jugement et sans panique. Alors, le cas de Mélissa. Mélissa, c'est une ado qu'on décrit souvent d'ailleurs comme, une ado sérieuse, volontaire, un peu trop perfectionniste, mais voilà. En fait, c'est un peu l'ado qui est, toujours bien noté, qui cause jamais de problème et qui va, toujours plaire en fait, enfin, généralement aux adultes, d'un établissement. Et en fait, depuis quelques semaines, on sent que quelque chose a changé. Elle rend ses devoirs en retard, elle s'énerve pour des petites choses, on la voit pleurer. Ses parents même vont jusqu'à dire: «On la reconnaît plus». C'est ingérable. Au collège, parce qu'elle est encore au collège, les profs pardon, parlent plutôt de manque de motivation. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter en fait parce que, on va pas les voir de plus près. Alors que pourtant en fait c'est pas une question de motivation. Vous allez le voir, mais on va plutôt être sur, de l'épuisement émotionnel, un trop-plein intérieur qui déborde et cetera. L'analyse du cas. Donc chez Mélissa, il y a plusieurs choses qui vont se jouer en même temps. La première chose, ça va être la pression scolaire. Ça veut dire que, Mélissa, elle est un peu construite dans la performance. Si je réussis, on m'aime. Si j'échoue, je déçois. Vous voyez, c'est ce principe-là qu'ont beaucoup à se mettre une pression énorme sur le dos, par les attentes de leurs parents, par leurs attentes de leurs pères, par leurs attentes de leurs enseignants.
Voilà, parce que on est sur en fait, un système scolaire qui renforce vraiment ce schéma-là. Notes, classements, attentes et cetera et à force, en fait, elle sait plus pourquoi elle travaille. Parce qu'elle a plus l'impression de travailler pour elle, mais vraiment pour rassurer les autres. Vous voyez? Elle est, en train de faire ses devoirs parce que, bah, si je les fais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je serai plus l'élève qu'on connaît et cetera et cetera et tout ça, ça va, en fait, aussi provoquer chez elle une énorme anxiété. Alors elle se voit pas, mais pourtant, quand on voit les choses qu'on a pu observer au-dessus, ses pleurs, sa colère, ses retards, en fait, c'est ça tout ça, ce sont des signaux. En fait, les jeunes, ils disent pas ils vont pas dire comme nous les adultes qui sont stressés et cetera. Soit ils vont plutôt s'agiter, soit exploser, soit au contraire s'effondrer ou procrastiner. Enfin voilà. Mais derrière cette peur-là, de ne plus y arriver, il y a cette anxiété qui arrive et qui va en fait lui montrer que, bah, là, elle maîtrise plus et elle a vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Je viens de le dire, mais pour insister un peu, Mélissa, elle est aussi dans ce perfectionnisme défensif. En fait, c'est, vous savez, ce besoin de tout contrôler. C'est en fait, ce qui lui permet de gérer l'imprévu, de se sentir dans un monde stable. Parce qu'en fait, dans un monde instable, ça lui fait peur. Et comme elle veut assurer, parce qu'elle sait que la société est difficile, que le climat, que l'avenir, que les réseaux, que la violence, tout ça, ça lui fait peur, et ben, elle se dit: «Il faut que je contrôle». Mais le problème, c'est que plus elle contrôle et plus elle s'épuise. Et vous le voyez, là, on arrive justement à un moment où elle n'y arrive plus. Et puis, on voit aussi qu'elle arrive plus à gérer ses émotions. On va parler aussi, de manque de régulation émotionnelle. Par exemple, heu, elle est en retard, elle, montre sa colère alors que c'est quelque chose qu'elle ne montrait pas et cetera et tout ça, ça va aussi se montrer autour d'elle. Ça veut dire que, ses parents aussi, ses profs vont aussi passer du coup par un manque de régulation émotionnelle. Parce qu'ils vont lui montrer, qu'ils sont stressés, que ça les inquiète, que, elle n'a plus de motivation et cetera et en fait, personne ne va, lui montrer cet exemple de ralenti. OK, oui, là, tu es sous pression, il faut qu'on pose les choses, il faut vraiment qu'on pose les choses et comme elle sent qu'autour d'elle, bah, tout le monde est dans ce climat d'urgence permanent et bah, elle aussi, elle s'en imprègne et ça fait, en fait, simplement monter la sauce et on est encore sur une échelle, vous savez, bah, je monte, tu montes, je monte, je monte, elle monte. Bref, sur un truc un peu systémique. J'ai pas envie de faire un diagnostic parce que, de mon point de vue en tout cas, on n'a pas les clés pour le faire et puis, est-ce qu'il servirait vraiment là, par exemple, dans cette situation? Franchement, je pense pas. De mon point de vue, les diagnostics, ils sont pas toujours utiles. J'ai pu en discuter avec plusieurs d'entre vous, mais avant de mettre un diagnostic, avant de mettre des mots sur des choses, assurez-vous vraiment que si vous avez ce diagnostic, ça va pas aggraver les choses. Voilà. Maintenant, si on devait, d'abord repérer les signaux d'alerte qu'on ne doit pas manquer dans ces cas-là pour pouvoir, accompagner et aider Mélissa, je vais vous les citer. On peut avoir, cette fatigue. Cette fatigue chronique, elle provient souvent par des difficultés de sommeil. Là, on a aussi de l'irritabilité. Vous savez, ça peut être aussi de l'hypersensibilité, enfin voilà, chose qu'on ne voyait pas habituellement chez Mélissa. On sent qu'elle a une baisse d'intérêt pour ce qu'elle aime d'habitude. Là, pour le coup, on voit bien qu'elle aime moins travailler, qu'elle s'investit moins et cetera. Il y a aussi une baisse des résultats scolaires. Heu, on sent qu'elle s'agace, elle s'énerve, elle va vers en fait, un isolement aussi, hein, de tout ça. Elle rend aussi ses devoirs en retard, elle arrive en retard. Enfin, vous voyez tout ça, c'est hyper important de le noter. Les changements d'humeur aussi sont très importants à noter. Et puis, il va y avoir tout ce qui est plaintes somatiques, qui sont très, très, très importantes. Ça veut dire que, par exemple, Mélissa, elle peut très bien dire, «J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête», mais qu'il y ait pas de cause médicale claire, d'accord? Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, attention, hein. Ça veut juste dire qu'il y a pas de cause médicale claire, mais
Je sais pas si vous étiez au sommet, mais on l'avait vu avec Marie Costa, un élève, qui est en phobie scolaire peut très bien avoir 39 de fièvre, hein. Attention, hein, et c'est pas faux. Voilà. Ce qu'on peut se dire là, ou ce qu'on pourrait dire aussi à Mélissa, c'est que, il faut qu'elle s'arrête, qu'il faut qu'elle pause. Vous pourriez lui dire: «OK, j'ai remarqué que tu semblais fatiguée en ce moment. Est-ce que tu as envie qu'on en parle? Point. Point. Allez pas plus loin». Ou lui dire, «Je me posais la question de comment tu gérais la pression et cetera, des résultats en ce moment, par exemple. Point». Voilà. L'idée, c'est de nommer, en fait, mais pas de dramatiser. En fait, ça va lui permettre de voir que vous êtes là pour ouvrir un espace d'apaisement. Ça veut dire que elle va sentir l'ouverture d'un petit lieu où elle peut, elle, souffler, s'arrêter, mettre sur pause et en même temps, elle va, pas sentir l'intrusion, vous voyez? Parce que le problème et ce qui arrive souvent, c'est que, il y a des personnes qui sont un peu trop intrusifs et qui vont demander à avoir des explications. Par exemple, lui dire, ce qu'il faut surtout pas faire, ça pourrait être, aller la voir et lui dire: «Bah, là, je vois que tu vas vraiment pas bien, dis-moi tout ce qui se passe». Vous voyez? Et puis d'insister, d'insister, d'insister. Si elle ne vous demande rien, laissez-la tranquille. Maintenant sur des pistes concrètes. Quand on voit une jeune, comme Mélissa qui commence à décrocher, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà cet espace d'écoute que vous venez de proposer. On va pas être sur un interrogatoire, pardon, mais un vrai moment de présence. Vous allez pas chercher à résoudre, ni à juger. Vous pouvez lui dire: «Je suis là», même si tu as pas envie de parler maintenant. Heu, Si tu veux qu'on en parle plus tard et que pourquoi pas? En fait, il faut bien vous dire que l'écoute, elle est là pour réparer et non pas pour régler et je pense qu'on a tendance à l'oublier quand même. Voilà. Il y a cette histoire de pression qu'il va falloir essayer d'alléger. Les ados qui sont, en épuisement ou en pression énorme, c'est un peu comme, bah, vous voyez la bouteille de coca qu'il faut un peu ouvrir pour que ça redescende. Ils ont besoin de respirer, pas de se ressaisir. Ça veut dire que, s'il vous explique tout ça, qu'il a été honnête avec vous, proposez-lui des micro-objectifs. Voyez des objectifs pour se ressourcer, se reposer. Par exemple: «OK, on va mettre pause les devoirs juste pour que tu dormes un peu plus». Ou lui dire: «OK, et si cette semaine tu faisais le strict minimum, qu'est-ce que tu ferais?» Voir ce qu'elle propose et cetera. L'idée aussi, c'est d'avoir du lien avec les autres adultes. Si vous êtes les parents, peut-être que vous pouvez contacter, la professeure titulaire. Inutile aussi d'avoir 50 000 personnes autour d'elle. Plus vous êtes nombreux, plus les gens vont vouloir s'en mêler et cetera et plus ça complique les choses. Ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être la CPE, voilà. Attention, il faut aussi que, vous soyez coordonnés. Si vous êtes par exemple, je sais pas, CPE et bah, contactez les parents, voyez avec la professeure titulaire. L'idée, en fait, c'est aussi que, la prise en charge de cette jeune, elle n'ait pas de message contradictoire. Voyez si, par exemple, l'adulte, référent au collège lui dit: «Bon allez, fais un effort parce que là, c'est pas possible que tu baisses tes notes et cetera» et qu'à l'inverse, à la maison, sa maman, elle lui dit sans cesse: «Bah, faut que tu poses et que tu te reposes et fais une pause». Heu, la jeune, en fait, elle va plus du tout savoir quoi faire et elle va plus du tout se sentir en sécurité. Plus l'adulte, il va être coordonné, plus le jeune va se sentir en sécurité. Après, ça va être aussi de valoriser, mais autrement. Par exemple, là, dans le cas de Mélissa, elle attend beaucoup, beaucoup des résultats. Donc l'idée, ça va être de justement la valoriser sur autre chose que ses résultats. Ça peut être sur sa présence, sur sa sincérité, sur des efforts invisibles. Ça peut être, sur, le fait aussi qu'elle arrive à prendre des temps de pause, voyez? Ils ont besoin de reconnaissance, nos jeunes. Comme vous en avez besoin, bah, eux, c'est pareil. Ils ont pas besoin de récompense, en fait. Ils ont vraiment besoin de reconnaissance. Alors il va falloir qu'ils arrivent à avoir de l'auto-reconnaissance, mais le premier travail, c'est déjà de leur en donner, avant de pouvoir réussir à ce qu'ils s'arrivent à s'en donner eux-mêmes. Et puis si vous êtes pro, je dirais que, il va falloir aussi essayer de soutenir la famille.
Parce que, il y a beaucoup de parents qui vivent ça et qui soit vont aller dans le déni ou soit vont aller dans la culpabilité. L'idée, ça va être de leur rappeler que, bah, d'une, c'est pas de leur faute, que leur élève, qui leur enfant, pardon, qui était première de classe aujourd'hui, bah, lâche un peu. Leur dire aussi que eux aussi ont besoin de soutien et puis aussi, peut-être que, avoir un suivi extérieur peut être une vraie ressource. Si on peut arriver à dédramatiser les accès aux soins, et leur montrer que, bah, en fait, non, c'est pas des échecs, clairement, ça va leur faire du bien. Voilà. Quand on a un jeune qui va mal comme Mélissa, notre première tentation, elle est de faire plus. Parler plus, conseiller plus, insister plus. Mais en fait, la clé, elle est vraiment de faire autrement. Peut-être que ça va être de ralentir, peut-être que ça va être d'observer, peut-être que ça va être de reformuler, peut-être que ça va être de nommer sans forcer, peut-être que ça va être de parler plus. En fait, tout dépend vraiment de la situation. Mais ce dont a besoin un jeune qui va être en souffrance, c'est d'un adulte qui va être calme, cohérent et prévisible. Pas parfait. OK, retenez bien ça. Il n'a pas besoin d'un adulte parfait, il a besoin d'un adulte stable. Ce qui peut vous aider à vous dire, enfin, une petite phrase que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez pas tout réparer. Vous pouvez pas tout réparer. Vous pouvez accompagner, mais vous ne pouvez pas tout réparer. Vous pouvez très bien dire aux jeunes: «J'ai pas les clés pour, résoudre tes problèmes. Je peux t'accompagner pendant que tu vas traverser tout ça, mais j'ai pas les solutions». Surtout ne mentez pas aux jeunes. Ne mentez pas aux jeunes. Si un jeune vous dit quelque chose, ne lui dites pas: «Oui, promis, je dirai rien» et cetera. C'est leur mentir et c'est briser vraiment les liens adultes-jeunes. Bref, c'est cette posture-là qui va tout changer et je pense que le cas de Mélissa est vraiment très concret et je vous invite, si vous pouvez, à venir à l'atelier s'il reste encore des places. Je ne sais pas à l'heure où sera diffusé ce podcast, mais je vous invite à prendre votre place parce qu'on va pouvoir échanger sur des cas, comme ça, d'autres un peu inspirants aussi et puis on va pouvoir parler du vocabulaire aussi. L'idée dans tout ça, c'est que décoder les ados, c'est pas forcément trouver des solutions miracles. C'est aussi vous dire que c'est pas toujours la même situation. Hem, pour un ado X, on peut avoir telle solution et le même ado A qui a la même problématique que X, ce sera pas la même solution. Mais l'idée, c'est d'aller comprendre ce qui se joue vraiment. Que les comportements que prennent nos jeunes, ce n'est jamais contre nous. Bon, des fois, on a vraiment ce sentiment, on est d'accord. Mais c'est toujours une tentative pour s'adapter. Donc on va essayer de retrouver du souffle pour eux, pour vous, pour tout le monde. Et l'idée aussi de cet atelier, c'est, de vous faire quelques petits cadeaux. J'en dis pas plus, mais voilà. Si je devais terminer ce podcast, cet épisode, je dirais qu'aider un ado à aller mieux, c'est pas le faire changer. C'est vraiment changer la façon dont on va le regarder et dont lui va pouvoir, voir ce qui l'entoure. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez pas d'aimer ce podcast, de le partager et de le noter pour pouvoir m'aider à être un peu plus visible sur les réseaux et je vous dis à très vite.